Pour nous parler de la pièce « Quand la pluie s'arrêtera » de l'auteur australien Andrew Bovell, présentée chez Duceppe jusqu'au 14 octobre et à partir du 16 janvier 2018 au Trident à Québec, nous recevons le metteur en scène et le traducteur de la pièce, Frédéric Blanchette. Merci infiniment d'avoir accepté. Grand plaisir, bonjour. Alors, comme cartésienne, j'en ai travaillé un coup avec cette pièce, mais c'est un bijou. Est-ce que c'est Duceppe qui est venu vous chercher pour la monter ou est-ce que c'est vous qui avez proposé la pièce de l'auteur? C'est ni l'un ni l'autre et une histoire même plus intéressante que ça. Parce que moi, c'est une pièce que j'ai découverte sur le comité de lecture de Lab 87. Alors, pour la petite histoire, Lab 87, c'est la compagnie de David Lorrain et Jean-Simon Traversy. Ils ont un comité de lecture, plein de pièces récentes et moi, j'en faisais partie. Et là, on lit ces pièces et moi, je tombe vraiment sous le charme de cette pièce Quand la pluie s'arrêtera. Vraiment un coup de cœur majeur. Fait que je dis, il faut faire de quoi avec ça. Je m'impose un peu comme metteur en scène. Je dis, je veux monter ça parce qu'on a travaillé ensemble quelques fois, moi et eux, à la compagnie. Et puis, fait que voilà, c'est un peu une pièce à grand déploiement pour Lab, qui est une compagnie qui fait des productions plus modestes à l'habitude. Là, il y a quand même 9 comédiens sur scène, comédiens et comédiennes. Fait qu'on cherche des coproducteurs. Ils cherchent des coproducteurs. Et puis, ça finit par s'arrimer avec le Trident et Duceppe. Et pas longtemps après que tout ça est attaché, ils sont nommés à la direction chez Duceppe. Donc, c'est comme une première incursion dans ce que pourrait ressembler une direction de David et Jean-Simon chez Duceppe. Et je suis ravi d'en faire partie. Mais connaissiez-vous avant l'opus d'Andrew Bovell ou est-ce que c'était la première fois pour vous? Je ne connaissais pas du tout cet auteur. C'est ça, une écriture, c'est ça, qui vient d'Australie. Je connais assez peu la dramaturgie australienne. J'en fais mon mea culpa, mais cette pièce-là m'a complètement charmé. De par son propos, de par sa structure, comme vous le disiez en introduction, très particulière, très, très exigeante à la lecture. Je pense beaucoup plus exigeante à la lecture que la réception dans la salle, parce que, bon, comme auteur, il nous fait des petites entourloupettes. À peu près, la moitié des personnages s'appellent Gabriel. Donc, il y a des Gabriel masculins, des Gabriel féminins. Fait qu'à la lecture, maintenant, sur scène, là, t'as Linda Sorgini, puis t'as Alice Pasquale, puis t'as David Lorrain. Fait que tu mets des visages, mais à la lecture, c'est juste des mots sur une page, puis c'est plus mêlant, c'est exigeant. Fait que voilà, il y a un côté que la représentation demande un certain effort pour mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, mais voilà, on a fait un travail de clarifier tout ça, puis juste le fait que c'est incarné par des acteurs, des actrices différentes, déjà, ça clarifie énormément le portrait. Frédéric Blanchette, je vais les nommer. Bien sûr. Parce qu'ils sont tous extraordinaires. Normand D'Amour, qui ouvre le spectacle avec un monologue d'une dizaine de minutes inoubliable et qui clôt le spectacle. Et là, on pleure. Maxime Robin, Alice Pasquale, Linda Sorgini, Marco Poulain, Véronique Côté, Paul Savard, Christian Michaud et David Lorrain. Alors, si l'histoire se déroule sur 4 générations, sur scène, il y en a quand même 3 générations. Et ça, c'est fabuleux à voir parce que les gens ont des âges différents. Il y a des comédiens qui sont un peu plus chevronnés que d'autres. Il y en a pour plus que le 3/4 de la distribution qui sont pour leur première fois chez Duceppe. Oui. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver les comédiens qui colleraient au personnage? Bien, ça a été un casting un peu plus complexe qu'à l'habitude. Fascinant, mais complexe. D'un, parce qu'il y a une coproduction. Donc, il fallait un équilibre entre les comédiens et comédiennes de Montréal et de Québec. Et il fallait des gens qui sont disponibles aux 2 plages, cet automne et cet hiver. Donc, déjà là, il y en avait que ça leur tentait bien gros, mais il y avait des empêchements ou quoi que ce soit. Et il y a des personnages qu'il faut dire qui sont dédoublés, c'est-à-dire qui sont joués le même personnage à 2 âges différents. Donc, il fallait trouver un peu, sans aller dans des ressemblances, au moins des espèces de matchs qui se peuvent, là, tu sais, qui font... on va pas caster, je sais pas, mais la plus grande actrice du bottin de l'UDA avec la plus petite et essayer de faire croire au public que c'est le même personnage. Donc, il y avait des petites choses comme ça qui étaient plus particulières, plus exigeantes, mais c'était fascinant à faire. Alors, moi, je vous remercie pour 2 choses, entre autres. Premièrement, d'avoir mis un décor minimaliste. Marie-Renée Bourget-Harvey au décor. Extraordinaire scénographe de Québec. Parce que cette salle, on le sait, chez Duceppe, elle est énorme. La scène, elle est gigantesque. Et je m'étais dit, parce que je l'avais lu un tout petit peu la pièce, mais je voulais quand même me garder des surprises. Je m'étais dit, mais comment vont-ils faire pour mettre 4 générations sur scène et qu'on s'y retrouve et qu'en plus, ça ne soit pas trop chargé? Donc là, c'est comme si c'était à l'inverse du texte. Il est très simple comme décor.
numéro un. Deuxièmement, aussi, ce texte qui était complexe, de ne pas avoir mis d'entracte, parce que c'est 1h50 d'un feu roulant, mais ça nous aurait complètement perdu s'il avait fallu arrêter et demander aux comédiens de recommencer. C'était comme inhumain. Et c'est sûr qu'on a un effort à faire. Il faut rester concentré dans cette pièce. Parfois, ça arrive qu'on puisse tout à coup avoir notre esprit qui flotte et puis pas être perdu du tout. Là, c'est pas le cas. Alors, je vais vous demander la tâche très difficile de nous donner juste le point de départ, parce que l'action se situe sur 80 ans, de 1959 à 20 039, et ça commence par le 20 039, et c'est Normand d'Amour qui ouvre. Le point de départ, c'est qu'on est en 2039. Le monde a évolué, comme c'est pas très difficile de se l'imaginer s'évoluer, c'est-à-dire que c'est dans le sens de ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire niveau des océans qui est plus élevé. Certaines espèces animales très courantes aujourd'hui ne sont plus du tout, on les trouve plus du tout sur la surface de la Terre. Il y a le réchauffement est de plus en plus important. Les populations ont migré vers les centres des continents plus que sur les rivages. Et donc, tout ça se passe. Et la pièce commence, je ne dirais pas comment, mais il y a un poisson qui arrive dans le cœur de l'action. Et c'est ça qui déclenche tout, en fait. Et le poisson est censé être une espèce disparue en 2039. Tout le monde dit qu'il n'y en a plus et que c'est pas trouvable. Mais là, tout d'un coup, il y a un poisson qui apparaît. Et puis, ça arrive au moment où le fils de Gabriel, donc de Normand d'Amour, l'a appelé pour rentrer en contact avec lui après une vingtaine d'années de silence et d'absence. Donc, et ça amène une espèce d'exploration du passé de cette famille-là, de lui, d'où il vient, de ses propres parents, de ses parents, lui, comment eux-mêmes ont été laissés à eux-mêmes, abandonnés. Donc, on suit deux familles, les York et les Law, et c'est deux espèces d'arbres généalogiques qu'on remonte jusque dans les années 50. C'est une pièce où je me plaisais à dire aux comédiens et comédiennes, il n'y a pas de bons parents dans cette pièce. Les parents sont incompétents. Ils sont pas là et souvent les pères sont partis. Les mères souvent, de leur propre aveu, disent qu'ils auraient souhaité ne pas avoir d'enfants. C'est une pièce où les gens ont de la misère à prendre soin les uns des autres. Ils sont pas méchants pour autant, mais ils ont une difficulté à prendre soin de la génération suivante, des gens qui les entourent. Quand j'ai lu cette pièce, mon gros coup de cœur était que je trouvais que c'était, à ma lecture, c'était la première grande pièce environnementale. Mais là où l'auteur est très intelligent, c'est que les personnages ne sont pas au courant que c'est une pièce environnementale. Non, c'est ça. Les personnages ne défendent pas un point de vue environnemental. Ils ne sont pas là à nous parler de réchauffement climatique ou de CO2 ou d'affaires ou de hausse du niveau des océans. Les personnages parlent de la température. Les personnages mangent de la soupe aux poissons. Les personnages recréent des patterns génération après génération et ne s'occupent pas convenablement de la génération qui suit. Et il y a un gros punch dans la pièce qu'on ne révélera pas, mais que l'auteur a mis là comme une métaphore ultime de c'est quoi la pire chose qu'on peut faire. Une génération est supposée de s'occuper de celle qui suit, d'en prendre soin et de s'assurer de lui laisser un monde au mieux équivalent à celui qui lui a été donné et dans le meilleur des mondes, peut-être un peu en meilleur état, tu sais, que la maison soit un peu en meilleur état que celle qui nous a été donnée. C'est pas ce qu'on fait depuis plusieurs générations. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne. On laisse une planète de plus en plus malade, de plus en plus chaude et de plus en plus, j'ai envie de dire, impétueuse avec tout ce qu'on voit en ce moment, beaucoup très violente dans ces manifestations extrêmes. Donc, c'est ça qu'on voit dans cette pièce. C'est l'incapacité à laisser quelque chose à la génération suivante qui serait mieux que ce qui nous a été laissé. Frédéric Blanchette, comment avez-vous réagi, vous et l'équipe, à cette pièce qui a été écrite il y a 9 ans? Quand on regarde tous les ouragans qui ont lieu en ce moment, est-ce que c'était prémonitoire ou est-ce qu'on se rend compte, comme vous le disiez, que la planète va vraiment mal et qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas? Bien, la planète va vraiment mal. Bon, il y a un phénomène qui fait que quand on s'intéresse à quelque chose, comme dans ce cas-ci, il est souvent question d'ouragan dans cette pièce et de tempêtes, de climat inclément et de toutes sortes de choses. Et évidemment, quand on a le nez dedans, on y porte plus attention dans l'actualité. Mais là, en ce moment,
ça dépasse un petit peu ça, dans le sens que à la première, j'avais un petit peu peur parce que je signe la traduction, puis j'avais peur que les gens pensent que j'ai changé le texte pour coller à l'actualité. Parce qu'au moment où on faisait la première, il y avait Irma dans les Caraïbes, et il est question des Caraïbes, il est question de Saint-Kitts, de Sainte-Luce, de toutes les îles des Caraïbes qui sont ravagées par un ouragan dans la pièce. Et ça se passe en 1950 quand il y en est question. Et il y avait et il y en a encore, des inondations monstres au Bangladesh. Et c'est comme un patois verbal des personnages dans la pièce. Ils mouillent dehors, mais il y a des gens en train de se noyer au Bangladesh, donc on ne devrait pas trop se plaindre. Les gens disent ça à répétition, génération après génération. Et c'était en train de se passer au moment où on faisait la première. Donc, il y a une connexion d'inquiétude entre l'écriture d'Andrew Bovell, le fait d'avoir choisi de programmer cette pièce, et ce qui se passe dans le monde. Alors, Frédéric Blanchette, je sais qu'avec D'ici, on va nulle part, mais je n'ai pas pu m'empêcher que de me demander si, quand la pluie s'arrêtera, si on rajoutait un point d'interrogation, quand la pluie s'arrêtera, ou si on y mettait 3 petits points, est-ce que la lecture de la pièce aurait été fort différente? J'ai proposé plusieurs titres, parce que le titre anglais est « When the Rain Stops Falling ». C'est soit « Quand la pluie s'arrêtera », When the rain stops falling. Ça inclut pas nécessairement un futur. Quand la pluie s'arrête, quand la pluie va s'arrêter, quand est-ce que la pluie va s'arrêter. Donc, il y a de multiples options de titres. Je trouvais que le plus optimiste était quand la pluie s'arrêtera. Parce que, il faut dire qu'il pleut tout le long de la pièce. Et la dernière didascalie de la pièce qu'on a respectée et qu'on finit sur cette image, c'est la pluie s'arrête. Ça, c'est sa dernière didascalie, et puis fin. Donc, on a respecté ça, et donc ça suppose un espoir, quelque chose qui peut... Et cet espoir vient dans tous ces liens familiaux dont je parlais, qui sont très tortueux. Cette pluie qui s'arrête est provoquée, en quelque part, par une réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a, entre le père et le fils, rencontre et début de réconciliation. Il n'y a pas encore pardon, mais il y a au moins l'admission de certains torts, et il y a une demande de pardon. Et ça, c'est fondamental. Si cette pièce-là soulève beaucoup plus de questions qu'elle apporte de réponses, au moins elle apporte les bases sur lesquelles on aurait intérêt à bâtir. C'est-à-dire que elle finit sur une demande de pardon, sur une admission de tort de la part du père, de dire « j'ai fait des choses pas correctes », puis tout ça. Et je crois fermement que sans ça, il n'y a rien qui est possible. C'est-à-dire, tant qu'on se mettra pas à genoux devant les générations futures, métaphoriquement ou concrètement, et qu'on dit il y a des choses qu'on ne fait pas de pas correct, et on est désolé, et on va tout faire pour le réparer. Sans cette admission de tort, tant qu'il y aura encore des climato-sceptiques et des gens qui disent que ça n'arrive pas pour vrai, il n'y a rien qui est possible. On n'ira nulle part. Fait que c'est au moins la bonne place où commencer. Moi, en terminant, je dirais aussi, et je me poserais la question, est-ce qu'on peut échapper à son passé? Et surtout, j'ai trouvé que cette pièce-là, d'une certaine manière, et je ne sais pas si c'est possible, met de l'avant une épigénétique, mais du temps. Je pense qu'on transmet d'une génération à l'autre certaines choses, et cette pièce-là est tout à fait d'actualité à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, je félicite toute l'équipe. C'est une pièce qu'il faut voir. Je le répète, il faut être attentif, mais mon Dieu, qu'elle soulève des questions. C'est extraordinaire. Vous avez une année extrêmement chargée, Frédéric Blanchette. J'ai envie de vous donner tout de suite rendez-vous d'ici à quelques semaines, parce que la prochaine fois qu'on vous retrouvera comme metteur en scène, c'est à l'Espace Libre à partir du 7 novembre pour Dans le chant amoureux de Catherine Chabot. Cette même Catherine Chabot qui reprend à l'Espace Libre du 19 au 29 octobre pour la 3e fois sa pièce extraordinaire Table rase. Donc, je vous remercie d'être venu aujourd'hui et je nous donne rendez-vous dans très bientôt. C'est un grand plaisir. Je reviendrai avec joie.